c'est M. Guérantine, qui est ingénieur technopédagogue, qui est le chef de la division ingénierie, technopédagogie et formation à la direction de la formation ouverte et à distance de l'université Assane Seck de Ziguinchor. Donc vous voyez, ça dit tout. C'est quelqu'un donc dont le parcours est inspirant parce que il a commencé par une série donc L2 spécialité sciences humaines pour donc être pendant plusieurs années professeur d'histoire et géographie. Pendant plusieurs années, donc je crois que c'était au CM Djamegen et au lycée de Pékin Est, n'est-ce pas, monsieur Tine? Avant justement de faire un master en sciences de l'éducation et en ingénierie pédagogique multimédia. Ensuite, donc, il a fait un certificat de tutorat à distance et il est actuellement doctorant en sciences de l'éducation à l'université Gaston Berger. Ses compétences sont immenses donc, dans le domaine qui nous occupe, en matière d'ingénierie de la formation, de planification, de gestion des plateformes d'e-learning, de conception de dispositifs e-learning, de tutorat en ligne, de scénarisation pédagogique, c'est-à-dire de mise en forme des cours dans des plateformes d'enseignement à distance, etc. etc. Monsieur Tine, naturellement, comme son nom l'indique, est sérère. Hein, c'est un sérère authentique qui nous vient du Sine, n'est-ce pas? Plus particulièrement de Mbour, je crois. De Ndiaganiao. À Ndiaganiao, ça vous dit quelque chose, n'est-ce pas, Ndiaganiao? Hein? Ndiaganiao, c'est la ville de notre président, notre 5e président. Donc, nous avons ici donc, un concitoyen de notre président qui parle donc sérère, français, anglais, wolof et arabe, et donc qui est aussi un sportif. Voilà, et nous allons d'abord lui donner la parole. Ensuite, je présenterai plus tard M. Badji, qui est en quelque sorte le régional de l'étape. Il est des nôtres, il est de la Casamance, n'est-ce pas? Il reçoit son roi sérère à tout seigneur, tout honneur. Nous allons d'abord donner la parole à M. Guérantine, qui va nous entretenir donc de l'apprentissage en ligne et donc des tendances et défis de cet apprentissage en ligne. Merci beaucoup pour votre attention. Voilà, M. Tine, vous avez la parole. Merci beaucoup, M. Diouf, pour la présentation. Merci aussi donc de partager le panel avec mon collègue M. Badji. Chers élèves, chers étudiants, honorables invités, c'est un plaisir que j'ai répondu donc à l'appel de l'ISM pour participer donc à l'animation de ce panel consacré à l'apprentissage en ligne, tendances et défis. C'est un domaine qui me passionne en tant qu'étudiant d'abord en formation à distance, mais aussi en tant qu'acteur de cette formation à distance. L'apprentissage à distance, on a tendance à le confondre et même à penser que ça a débuté avec le e-learning, c'est-à-dire l'apprentissage en ligne. Alors que la formation à distance a existé bien avant. Au XVIIIe siècle déjà, il y avait donc ce qu'on appelait les cours par correspondance, qui ont été d'abord explorés par l'Angleterre, dans le but donc de former les citoyens britanniques qui étaient aux confins de l'Empire. Et même dans le continent africain, en Afrique subsaharienne, déjà dans les années 60, on a commencé donc à noter l'existence de ces cours par correspondance. Donc, c'était un apprentissage qu'il n'y avait pas d'interactivité, parce que donc les gens recevaient les cours par courrier. Ils lisaient la documentation, ils faisaient les exercices, ce qui fait que les interactions étaient très faibles.
Et c'est ça la première génération de cet apprentissage à distance. La deuxième est venue maintenant avec surtout donc ce qu'on a appelé la radio et la télévision scolaire, à partir donc des années 70. En ce moment donc, on a commencé à noter donc l'enseignement via la radio, via la télévision. Au Sénégal, on l'a surtout expérimenté avec la méthode CLAD, qui a été donc expérimentée par le Centre de linguistique appliquée de Dakar, pour permettre donc aux gens d'apprendre le français via la radio scolaire. Mais nous avons constaté que c'est un projet qui n'a pas assez duré et qui a fini donc par être surtout supprimé à la suite des États généraux de l'éducation en 1991. La troisième génération de la formation à distance est intervenue maintenant avec les supports multimédia. Et c'est là où on a commencé à enregistrer donc les cours par cassette, soit des cassettes audio, soit des cassettes vidéo, ainsi de suite. Et on va constater également que dans ce cadre aussi, les interactions n'étaient pas très avancées. Ce qui a été surtout privilégié, c'était l'auto-formation. La personne recevait les cassettes, il les exploitait et il faisait donc le contenu, les exercices, ainsi de suite, donc, et autres. Et nous allons constater que maintenant, c'est dans les années 90, avec l'apparition de l'Internet, que l'enseignement à distance va connaître une véritable révolution. Une révolution parce que l'Internet est venu d'abord avec le Web 1.0, où il n'y avait pas encore d'interaction, mais qui permettait aux gens donc de mettre sur la toile les contenus d'enseignement. Et c'est là aussi où on a commencé à noter les premières applications avec ce qu'on a appelé les premières plateformes. Mais c'est des plateformes aussi où il n'y avait pas d'interaction. Les gens entraient dans les plateformes, téléchargeaient les cours. Et d'ailleurs, on les appelait les plateformes CMS, Content Management System. Autrement dit, donc, des plateformes donc, qui ne servent qu'à gérer donc, les cours. Quand maintenant, donc, à partir des années 2004, ainsi de suite, le Web 2.0 est venu avec ce qu'on a appelé aujourd'hui le Web social, là, on a noté également une véritable révolution. Et à partir de là, il y a eu donc les médias sociaux, où les gens peuvent maintenant discuter, interagir, ainsi de suite. Et c'est de là aussi où la dimension donc, sociale de l'apprentissage va commencer à être intégrée donc, au niveau donc, des outils d'apprentissage. À la place maintenant des CMS, c'est-à-dire les Content Management System, on va assister à la création donc, de ce qu'on appelait les plateformes de type LMS ou bien donc de type LCMS. LMS, c'est Learning Management System, ou LCMS, c'est-à-dire Learning Content Management System. Là, les choses changent, parce que maintenant, la dimension sociale de l'apprentissage est intégrée. Et là aussi, ça va entraîner également un changement dans la méthode également d'enseigner. Dans la mesure où l'enseignement en ligne n'est pas l'enseignement présentiel. Dans l'enseignement présentiel, nous avons un maître qui est puissant. C'est l'enseignant qui sait tout. C'est lui qui fait tout. Dans le cadre de l'enseignement en ligne, il y a l'éclatement de cette fonction d'enseignement en plusieurs sous-ensembles. Vous avez d'une part l'enseignant qui est le producteur des contenus. Vous avez à côté les technologues de l'éducation, constitués donc des ingénieurs technopédagogues, qui sont chargés de faire la scénarisation, ainsi de suite. Vous avez les informaticiens qui gèrent donc le dispositif. Et vous avez à côté ceux qui sont chargés de l'accompagnement qu'on appelle les tuteurs. Et par conséquent, là, l'enseignant qui savait tout et qui faisait tout est remplacé maintenant par un enseignant qui est un guide, un coach. Celui-ci est là pour accompagner l'apprenant. L'autre aspect aussi, l'apprenant a d'autres avantages. Il a accès à un cours qui est beaucoup plus organisé. Votre attention, s'il vous plaît, suivez. Suivez, c'est très important. Moins de bruit, ok, merci. Donc ici, il a accès à un cours. Ce cours-là maintenant est scénarisé. Autrement dit donc, vous avez un support qui peut être donc de différents formats. Ça peut être une vidéo, ça peut être un support PDF, ça peut être également donc un jeu, ce qu'on appelle aujourd'hui les serious games. Et ça n'existe pas en enseignement face à face, c'est-à-dire en présentiel. L'autre aspect avec donc ces plateformes,
c'est que donc les interactions sont enregistrées. Et c'est l'une des normes les plus obligatoires du e-learning. Un Massamba qui rate le cours, il n'est pas obligé donc de perdre tout. Il peut se rattraper en téléchargeant donc l'enregistrement. Mais encore et plus, il peut interagir avec ses camarades. Il y a des espaces d'interaction qu'on appelle les forums, qui permettent donc d'échanger comme vous échangez avec WhatsApp ou Facebook. Poser vos questions, des réponses, ainsi de suite. Il y a les chats qui permettent donc de se regrouper en direct et de discuter par message écrit. Il y a les classes virtuelles, ce qu'on a tendance à utiliser dans beaucoup de systèmes de formation. Par exemple, Zoom, Microsoft Teams, ainsi de suite, Blackboard Collaborate et autres. Ça, c'est des classes virtuelles qui peuvent vous permettre de se rencontrer comme si vous êtes en cours en présentiel, d'échanger avec le professeur, d'échanger entre apprenants, mais également poser vos questions et autres. Mais le plus, c'est quoi? Le plus encore, c'est les activités d'apprentissage. Dans ces plateformes de type e-learning, les exercices sont interactifs. Vous avez accès à une plateforme où vous avez donc des exercices, c'est soit des quiz ou bien des QCM, ainsi de suite. Vous faites l'exercice, automatiquement vous avez la note. Et ça vous permet de jauger vos performances. Si la note n'est pas bonne, vous avez la possibilité de reprendre l'activité, ainsi de suite. En dehors maintenant donc des exercices où vous pouvez déposer et attendre la correction et le feedback donc de l'enseignant. Ces plateformes donc sont aussi très avantageuses pour les apprenants parce que d'abord ça permet aux apprenants aujourd'hui donc de développer de nouvelles compétences techniques telles que ce qu'on appelle les soft skills. Le fait de pouvoir naviguer, le fait de pouvoir discuter entre camarades, ainsi de suite. Un certain nombre de compétences comportementales qui vous permettent de faire face à certaines difficultés dans la vie. Et aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça vous permet donc d'accéder à une formation en ligne avec différents supports. L'autre aspect aussi, c'est des contenus qui sont attractifs et personnalisés. L'enseignement en ligne, ce qui le caractérise, c'est la flexibilité. Si vous faites l'enseignement en ligne, vous pouvez le cumuler avec des activités. Monsieur Badji est là. Si vous regardez le profil de la plupart des étudiants donc, de l'université numérique, aujourd'hui, beaucoup d'entre eux ont pu donc cumuler cela avec d'autres activités professionnelles ou même d'autres parcours d'études. Et cela est lié à la flexibilité parce que vous n'êtes pas tenu de se présenter en classe à 8 heures et de rentrer chez vous à midi. Vous pouvez entrer dans la plateforme à n'importe quel moment. En pleine nuit, à minuit, à 1 heure du matin, vous pouvez vous connecter à prendre vos cours. En n'importe quel lieu aussi, dans le bus, au niveau des Ngente, ainsi de suite, dans tous les milieux où vous pouvez être, l'essentiel c'est que vous avez votre cours et ce cours vous l'avez en poche. Pourquoi en poche? Parce que vous n'êtes pas obligé de traîner avec un cahier, vous n'êtes pas obligé de traîner avec votre ordinateur. Il vous suffit d'avoir un téléphone, votre smartphone, ou bien donc une tablette, ce qu'on appelle aujourd'hui le mobile learning. Et avec ça, vous avez le cours et vous pouvez donc l'ouvrir à tout moment. Donc, c'est cette flexibilité qui constitue également donc, un des avantages de cet apprentissage en ligne. L'autre aspect aussi, c'est que donc, avec cet apprentissage en ligne, vous pouvez même également donc, être accompagné à travers des tuteurs qui vont comprendre vos difficultés et qui vont essayer d'intervenir selon ces difficultés. Pour une personne en situation de handicap, il peut disposer d'un parcours personnalisé. Pour ceux qui sont en situation également de travail, les professionnels, ainsi de suite, tous ces gens-là donc peuvent avoir un accompagnement individualisé avec un modèle de pédagogie qu'on appelle la pédagogie différenciée. Si nous venons maintenant au niveau donc du deuxième volet de notre communication qui concerne les défis, il faut comprendre que les défis sont nombreux. Le premier défi, c'est un défi d'ordre pédagogique. Je l'ai dit tout à l'heure, beaucoup pensent que l'enseignement à distance, quand on peut dispenser un cours en présentiel, on peut dispenser un cours à distance. Et ça crée quelquefois des contraintes.
parce que ça pousse les gens à vouloir imposer aux apprenants à distance ce qu'ils imposent à ceux en présentiel. Alors que donc, ici, il y a la flexibilité. Par conséquent, donc, dans ce défi, il faudra que les rôles soient définis. Il faudra donc que l'enseignant comprenne que ici, l'apprentissage, c'est centré autour de l'apprenant en question. Et même aujourd'hui, les études ont montré que le savoir ne se transmet pas. Le savoir ne se transmet pas. Le savoir, du moins, l'apprentissage est dynamique. C'est la personne elle-même qui part pour prendre le savoir. Et cela passe par des interactions, les échanges qu'il a avec les autres. Cela passe par des lectures. Cela passe par un certain nombre d'activités qu'il répète. Et c'est à travers ces activités qu'il parvient à s'approprier la connaissance. Et par conséquent, donc, à partant de ce paradigme, l'enseignant en formation à distance n'est rien d'autre qu'un modérateur. Il est là pour accompagner les apprenants. Il est là pour les aider, pour voir les blocages des uns et des autres et apporter des solutions. Le deuxième défi, c'est comment maintenir la motivation et l'engagement des apprenants. Là aussi, nous avons constaté que beaucoup d'études ont montré que dans les dispositifs de formation à distance, le taux d'abandon est très élevé. Pourquoi cela? Parce que quand vous étudiez en ligne, vous êtes seul face à votre machine. Vous voyez, par exemple, le slogan de l'université numérique, Fonek Fofula. Tu peux être de l'autre côté, à Kanyobon ou bien à Tchonkessil ou à Djembering. Tu n'as pas besoin de venir à Ziguinchor pour apprendre. Tu restes chez toi, tu apprends. Mais là, il y a un phénomène qui vous guette, c'est la question donc de la solitude. Vous êtes seul dans une maison et par conséquent donc, quelquefois vous pensez qu'avec cette solitude, vous êtes isolé, vous êtes un étudiant à part. Par conséquent donc, la formation à distance doit mettre en place un dispositif qui va permettre donc de rompre cette solitude. Ce qu'on appelle créer une sorte de présence à distance. Et comment créer cette présence? Cela passe donc par un accompagnement. Accompagner les apprenants en essayant de comprendre leurs problèmes, en essayant de les permettre donc de s'organiser davantage. Parce que aussi, l'apprentissage à distance est destiné à des apprenants autonomes. Vous êtes le maître de votre savoir. Et quand on est autonome, on doit être en mesure de s'organiser pour pouvoir donc faire ses cours, pour pouvoir donc faire ses devoirs, ainsi de suite. Ce qui implique donc ce qu'on appelle un apprentissage autodirigé. Mais aussi, à côté de cet apprentissage autodirigé, il y a maintenant donc ce système de tutorat qui doit être un tutorat proactif, c'est-à-dire qui doit anticiper quelquefois, voir au niveau de la plateforme quels sont les étudiants en difficulté et essayer de contacter ces étudiants parce qu'il y a des étudiants, même s'ils ont des problèmes, ils ne parlent pas. Ces gens, il faut anticiper, les contacter et essayer donc de les faire revenir. Et aussi donc, voir également pour les autres qui vont vous poser des questions, comment répondre à ces questions afin donc de pouvoir les mettre dans le vin. Le troisième défi, c'est la maîtrise de l'outil informatique. Le modèle donc e-learning utilise des outils technologiques. Et là, ça demande également une prise en main. On ne prend pas un étudiant, on vient, on lui met directement dans une plateforme et on lui dit va apprendre. On l'apprend d'abord comment entrer dans une plateforme, comment naviguer, ainsi de suite. Et même les enseignants également sont formés dans ce dispositif. Et là aussi, il faut que les gens comprennent que l'outil ne sert donc qu'un instrument qui permet aux gens d'apprendre. Mais ce qui est important, ce n'est pas cet outil. Mais ce qui est important, c'est la capacité, le potentiel pédagogique de cet outil qui est important et qui permet donc aux apprenants donc de pouvoir apprendre. Et par conséquent, il faut les accompagner sur le plan technique pour qu'ils puissent donc s'approprier cela. L'autre aspect aussi, et ça incombe aux responsables du dispositif, ils doivent chercher des outils qui sont faciles à s'approprier, qui sont faciles à maîtriser et s'il le faut, créer des tutoriels, mettre en place donc tout un ensemble de vidéos et autres pour guider les gens. Le quatrième défi, c'est le délai, donc le respect des délais, des rendus des devoirs et autres. Parce que aussi l'enseignement en ligne, comme l'enseignement en présentiel, vous faites des devoirs. Là aussi, il faudra donc rappeler aux apprenants à tout moment les devoirs, les exercices, ainsi de suite. Et au niveau des plateformes,
les plateformes disposent donc de ces mécanismes de rappel qui vont vous permettre donc, à chaque fois que vous ouvrez, qu'on vous rappelle que vous avez un devoir à rendre le mardi prochain, vous avez donc une activité à faire demain, ainsi de suite. Et ça permet donc aux étudiants de faire face donc à cette situation. Aussi donc, il est important également parmi les défis de penser à la professionnalisation des intervenants. J'ai l'habitude de le dire, l'enseignement à distance ne s'improvise pas. Dans une structure qui veut mettre en place un dispositif de formation à distance, il faut former le personnel et également procéder à un recrutement de cadres compétents. C'est important parce que ça permet donc aux uns et aux autres de pouvoir savoir tout un chacun ce qu'il fait et d'autre part aussi ça permet donc de pouvoir donc mettre en place un dispositif qui est attractif mais aussi un dispositif qui répond aux besoins des usagers et non pas un dispositif qui va se focaliser sur la technique. Et maintenant donc pour terminer, le dernier donc défi c'est la question de l'outil. Quelquefois, il nous arrive que des gens viennent nous dire que oui, formation à distance ne peut pas marcher parce que les étudiants n'ont pas d'ordinateur. On n'a pas besoin d'ordinateur pour apprendre en ligne. Si on regarde aujourd'hui le taux de pénétration de l'Internet, presque dans tous les foyers, vous avez la connexion Internet, soit via le câble ou bien via les données mobiles. L'autre aspect, c'est le téléphone. La téléphonie mobile est aujourd'hui donc présente un peu partout dans les foyers. Avec votre téléphone, vous pouvez faire votre cours tranquillement. Et par conséquent, n'attendez pas ou bien ne restez pas là à dire que oui, on n'a pas d'outils, on n'a pas d'ordinateur. Nous constatons même que la plupart de ceux qui apprennent en ligne utilisent plus les outils du mobile learning, c'est-à-dire le téléphone ou la tablette, plutôt que l'ordinateur, parce que c'est beaucoup plus facile à transporter, ainsi de suite, et autres. Et encore une fois de plus, dans ce cadre-là, au niveau du dispositif aussi, ils doivent tout faire pour amoindrir les coûts. Amoindrir les coûts, c'est quoi? C'est mettre l'accent sur ce qu'on appelle l'enseignement asynchrone. L'enseignement asynchrone, c'est un enseignement qui ne se fait pas en direct. Parce que aussi, il faut comprendre que l'enseignement à distance, ce n'est pas seulement le synchrone. Le synchrone, c'est quoi? Le prof a un cours de 8h à 10h, vous êtes obligé de se connecter de 8h à 10h. Déjà, pédagogiquement, pendant 4 heures de temps, on ne peut pas se connecter en ligne. Les études ont montré que donc, à la fin, les étudiants ne suivent pas. Donc, il faut savoir disposer d'une plateforme qui pourra donc mettre l'accent sur l'enseignement synchrone, asynchrone du moins, en intégrant les cours, les contenus, les vidéos, tous au niveau d'une plateforme. Et ça permet aux étudiants de télécharger cela. Ce qui fait que quand ils téléchargent les ressources, ils n'ont plus besoin de connexion. Ils apprennent sans connexion et ils vont venir se connecter pour faire leur devoir, c'est-à-dire déposer soit leur devoir ou bien donc faire leur quiz et éventuellement rencontrer le tuteur ou l'enseignant pour une séance d'explication de 30 minutes ou d'1 heure de temps au maximum. Et à partir de là, les coûts de connexion seront amoindris et ça permettra également donc aux apprenants de pouvoir apprendre à leur rythme. Voilà pour le moment la première partie donc de cette communication. Et pour ne pas trop monopoliser la parole, je vais rendre le micro au modérateur. Et en attendant donc que M. Badji déroule sur la deuxième partie. Merci beaucoup. Voilà, c'est beaucoup d'applaudissements mérités pour M. Guéradine, qui vient véritablement de nous faire une leçon magistrale sur les tendances et les défis de l'apprentissage en ligne, non seulement ici au Sénégal, mais disons dans le monde entier. Je vais simplement reprendre en quelques mots pour ceux peut-être qui n'ont pas eu toute l'attention nécessaire pour entendre cette leçon de M. Tine sur les tendances et les défis de l'apprentissage en ligne. M. Tine a fait l'historique justement de l'enseignement à distance. Et il m'a ramené très loin, moi-même dans mon enfance,
Parce que vous savez, je suis relativement vieux. Je suis d'une autre génération. Génération où l'école n'était pas accessible à tout le monde. Pour s'inscrire déjà au CI, il fallait passer des nuits blanches avec, faire le rang avec sa pierre pour pouvoir inscrire ses enfants dans la plupart des localités de ce pays. Donc l'école n'était pas accessible à tout le monde comme c'est le cas pour, disons, la plupart d'entre vous aujourd'hui. Et Cétine a justement parlé de l'apprentissage par correspondance. Je ne me rappelle plus une institution française célèbre, dont je ne me rappelle plus le nom, tellement c'est vieux, qui envoyait aux gens qui s'inscrivaient et qui payaient par mandat postal, etc., toutes choses qui existaient avant Wave et Orange Money, donc, et qui recevaient leurs cours, faisaient les devoirs, les envoyaient par la poste, etc., et donc ainsi pouvaient passer des diplômes qui leur ouvraient de nouvelles perspectives de carrière. C'est très vieux. Et donc, M. Tine a bien raison de dire qu'au fond, l'apprentissage à distance est plus vieux que l'Internet. Ce n'est pas avec l'Internet que l'on a commencé l'apprentissage à distance. Pour être concret, dans ma génération, nous avions beaucoup de professionnels qui étaient inscrits à l'Université de Dakar. C'est à une époque où il n'y avait qu'une seule université, l'Université de Dakar, qui ne pouvaient pas suivre les cours en présentiel. Qu'est-ce qu'ils faisaient? En général, soit ils allaient voir un des étudiants qui étaient inscrits pour recopier à l'occasion leurs cours, soit ils leur donnaient parfois peu d'argent pour enregistrer le cours, etc., etc. Je vais vous donner un exemple célèbre de quelqu'un qui est passé par là et que vous connaissez certainement, c'est M. Boubacar Camara, qui a été directeur général des douanes et que vous connaissez très bien, qui est aujourd'hui un consultant international très connu, qui était candidat à la dernière élection présidentielle. M. Boubacar Camara, c'est un professionnel qu'il a fait sa maîtrise de droit à l'université Cheikh Anta Diop. Et je connais personnellement quelqu'un avec qui, justement, qui lui prenait ses cours et qui, à l'occasion, les lui donnait. Et donc, cette motivation, elle est présente depuis très longtemps, donc, chez les apprenants. Aujourd'hui, que les choses sont devenues plus faciles grâce au dispositif d'enseignement à distance, c'est là que les défis se posent. C'est là que, justement, il y a cet objectif que nous devons faire nôtre et dont a parlé M. Tine, c'est l'objectif de l'autonomisation. Être autonome, ne plus dépendre, surtout à partir d'un certain niveau, c'est-à-dire du niveau universitaire, ne plus dépendre d'un professeur qui fait ses cours ex-cathédrale, qui fait un cours magistral. Ça veut dire que vous n'êtes plus obligé d'assister aux cours parce que non seulement vous pouvez y assister à distance, mais aussi vous pouvez télécharger les cours, vous pouvez, comme l'a dit M. Tine, donc développer un mode d'apprentissage asynchrone avec donc les dispositifs d'enseignement à distance, les dispositifs donc d'e-learning. Parce que les contenus, les documents sont dans ces plateformes sous différentes formes, soit sous forme PDF, soit sous forme d'enregistrement de vidéos, etc., etc. Donc, il y a là une évolution importante, mais cette évolution, elle ne peut être porteur de développement personnel que si on y met du sien, que si on est motivé, si on est autonome et qu'on rompt les liens de la dépendance avec l'enseignant. Et donc, M. Tine nous a non seulement fait l'historique, donné donc les tendances évolutives de l'enseignement à distance partout dans le monde, mais ensuite, il nous a listé très rapidement un certain nombre de défis. D'abord, un défi pédagogique, parce que comme je vais dire, c'est un apprentissage centré sur l'apprenant qui va
à la recherche du savoir et qui ne le reçoit plus du professeur. Les défis liés au taux d'abandon, mais le taux d'abandon, je dirais que ce n'est pas simplement lié à l'apprentissage à distance, ça existe déjà dans l'apprentissage traditionnel, où il y a un taux d'abandon élevé depuis l'élémentaire. Ensuite, j'ai parlé de l'autonomie de l'apprenant, c'est un défi, c'est le défi majeur à mon avis, la maîtrise de l'outil informatique. Et là, je dirais simplement un mot. Je sais que vous avez presque toutes et tous un smartphone. C'est-à-dire, littéralement traduit, un téléphone intelligent. Smart, intelligent, phone, téléphone. Vous l'avez tous, que vous utilisez presque, disons au bas mot, 15 heures par jour. On est tous dans le pareil, on est scotché à nos smartphones. On reçoit les informations, on échange avec nos parents, nos amis, WhatsApp, Facebook, etc. Il y a de nouveaux métiers qui apparaissent, les métiers d'influenceurs. Et mieux, des gens qui n'ont pas de niveau académique élevé deviennent maintenant de grands utilisateurs de ces nouveaux outils. Vous connaissez, j'en suis sûr, beaucoup d'influenceurs, vous les connaissez mieux que moi, qui aujourd'hui se sont appropriés ces nouvelles technologies. Le défi qui se pose à vous en tant qu'étudiants et étudiantes, c'est de didactiser en quelque sorte ces outils, c'est-à-dire de faire de ces outils des outils d'apprentissage et de formation, et non pas simplement des outils de divertissement et de loisirs. Et donc, ici, ce défi de l'autonomie, c'est cela. Ce défi de la maîtrise de l'outil informatique, c'est cela. Comment faire de ces outils des outils d'apprentissage et des outils de formation. Ça, c'est donc un point important aussi de la communication de M. Tine. Et M. Tine aussi, disons, nous rassure. Nous n'avons pas véritablement besoin d'un matériel sophistiqué pour l'apprentissage en ligne. Nous n'avons pas besoin d'avoir un ordinateur personnel. M. Badji, certainement, vous vantera les mérites de l'université Cheikh Hamidou Kane qui met à la disposition de chaque étudiant un ordinateur. Mais nous savons tous que l'ordinateur n'est pas toujours à portée de main de toutes les bourses. Donc, si vous n'avez pas d'ordinateur, vous avez au moins un smartphone. Et vous pouvez avoir toute l'information, installer toutes les applications qui vous permettent d'accéder justement à des contenus et à des plateformes d'apprentissage en ligne. Donc, il est possible d'apprendre sans connexion. Alors, voilà quelques-uns des points importants, hein, pour ne pas être trop long, que j'ai retenu de cette première intervention de M. Tine. Des points très importants qui nous interpellent tous, qui vous interpellent vous dans les défis qui se posent à vous dans votre carrière, dans votre parcours académique et plus tard dans votre parcours professionnel. Maintenant, à présent, je vais donner la parole à, disons, celui qui nous reçoit, parce que c'est un Diola, c'est un Badji, donc après son roi Serer, naturellement. Hein, nous allons donner la parole à M. Badji. Mes amis, Séchine à dire Badji, transforme nos noms. Hein, comme là, on ne dit pas Badji, on dit Badji, n'est-ce pas? Oui, Badji, hein? Badji Bassen. Donc, M. Badji Bassen, qui donc aussi a un parcours académique très brillant, puisque M. Badji est administrateur de l'ENO de Ziguinchor, où il est chargé de la gestion, de la coordination et de la supervision des activités administratives et pédagogiques. Et il est donc, à ce titre, chargé de superviser et d'évaluer un personnel. Donc, si vous décidez d'intégrer l'université Cheikh Hamidou Kane, ici à Ziguinchor, c'est sûr que vous aurez affaire à M. Badji. M. Badji aussi est titulaire d'une maîtrise en droit, lui aussi vient du droit,
Vous voyez donc que l'informatique, au fond, ce n'est pas seulement l'apanage, la propriété des scientifiques. Nous avons eu M. Tin qui a eu un parcours, disons, en sciences humaines et a été longtemps professeur d'histoire géo. Et maintenant, nous avons ici un juriste, un doctorant en droit privé, mais qui aussi a des certificats dans l'administration des plateformes en ligne, dans l'usage des bases de l'Internet, qui fait un doctorat, je crois, aussi, il s'est inscrit dans une université allemande, hein, si j'ai bien compris, et donc qui est actuellement donc très au fait justement des défis et des tendances de l'apprentissage en ligne. Je vais donc lui passer la parole pour qu'il nous entretienne justement de cela à la suite de M. Tin. M. Badji, vous avez la parole. Merci beaucoup, inspecteur. Je voudrais à l'entame de mon propos remercier l'ISM pour m'avoir associé à cette activité, donc à cet échange, et remercier également l'inspecteur pour tout ce qu'il fait pour la communauté éducative. Il l'a dit, hein, il fait partie des pionniers de l'université numérique, particulièrement à Ziguinchor. Et M. Tin également, qui est de la DEFOAD de l'université à Samsek. Une direction, en tout cas, qui est la première à personnellement me former à l'outil d'enseignement à distance, donc à l'usage des bases de l'Internet pour l'animation de groupe avec l'AUF, particulièrement avec monsieur le docteur Guy Mbachou. Donc, comme il l'a dit, hein, je reçois mes... Bon, je vais accepter hein, qu'ils sont mes rois, mais comme j'ai l'habitude de dire, au moment de serrer réforme, donc j'accepte ce défi-là pour aujourd'hui, mais ils savent tous que je suis leur roi. Alors, je vais me prononcer sur cette question-là que je trouve être lancinante, surtout en ce 21e siècle. Comme on a l'habitude de dire, hein, tous ceux qui ne connaissent pas l'Internet, c'est les illettrés du 21e siècle. Mais je ferai l'effort de ne pas reproduire ou répéter tout ce que M. Tin a dit. Il l'a dit de façon très exhaustive, puisque ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au-delà du fait qu'il gère ce dispositif-là, c'est un technopédagogue. Mon contact avec l'enseignement à distance, comme je l'ai dit, c'est fait à l'université à Samsek. Mais au-delà, j'ai fait des activités de tutorat et donc on contribue également à l'enseignement de la plateforme à l'université numérique. Donc je vais y revenir tout à l'heure. M. Tin l'a dit, hein, l'enseignement à distance n'a pas démarré avec l'Internet. Et je dis souvent aux étudiants de l'université numérique que l'enseignement en ligne également n'a pas démarré avec l'université numérique. Cela a existé depuis très longtemps. Et c'est de l'enseignement tout simplement où l'étudiant et l'enseignant ne sont pas forcément obligés d'être dans le même endroit. Il y a une distance entre eux, mais comme j'ai l'habitude de dire, l'Internet, l'informatique n'a fait que déplacer les canaux de transmission du savoir sur la toile. Mais en réalité, n'a pas du tout réinventé la roue comme on a l'habitude de dire. Donc, l'enseignant est à distance, l'étudiant est à distance. L'avantage de ce modèle-là, c'est de permettre à certaines couches de la société, notamment les professionnels, les femmes mariées, les personnes en situation de handicap, qui n'ont pas, en raison de leur situation, accès, n'est-ce pas, à un accès facile au modèle d'enseignement classique, donc notamment dans les espaces ou dans les zones du Sénégal qui ne sont pas forcément des zones universitaires. Donc, il a dit, l'enseignement, je pense que ceux qui ont écouté il y a de cela quelques mois, une émission avec le professeur Marito Nyan, où il rappelait l'appui qu'il apportait aux étudiants, aux jeunes militaires qui étaient en formation à Bango sur des questions de mathématiques. Pourquoi? Parce qu'ils recevaient une partie de leur formation à distance avec des enseignants qui étaient à l'étranger, prouvé à suffisance, comme M. Tin l'a dit, que l'enseignement à distance a existé depuis très longtemps. Alors la particularité, il l'a dit, hein, de l'enseignement en ligne, c'est de permettre à l'apprenant d'utiliser les technologies de l'information et de la communication pour pouvoir échanger avec son enseignant. Je l'ai dit tantôt, ce n'est pas une façon, on n'a pas réinventé l'enseignement, mais on a juste déplacé ce que nous faisons dans les salles de classe sur la toile. Comme cela existe dans le domaine du commerce avec des plateformes comme Jumia et autres choses, la même façon qu'on a
la même possibilité qu'on a d'aller acheter une marchandise au marché Boucotte, on peut rester chez soi et acheter une marchandise au marché Sandaga parce que la plateforme va juste servir d'intermédiaire. Et ce qui est important également à retenir, c'est que l'enseignement à distance, sans aller dans les revenir sur ce qu'il a dit, exige de la part de l'enseignant une certaine pédagogie. Je le dis souvent, c'est que, je pense que je vais y revenir quand j'ai parlé des défis, il y a une pédagogie qui est différente de celle qui est pratiquée dans l'enseignement classique, qu'il faut pratiquer dans l'enseignement à distance. Pourquoi? Il l'a dit, hein, il faut plus de flexibilité, mais au-delà, l'apprenant doit, quand il est sur la plateforme, sentir que la plateforme lui parle. Je pense que ce défi-là, je vais y revenir tout à l'heure, le défi qui consiste à former surtout les enseignants à la pédagogie du e-learning, parce que beaucoup ne comprennent pas qu'on ne peut pas se comporter de la même manière à l'égard de l'étudiant, selon qu'on est sur la plateforme ou sur dans l'enseignement classique. L'autre chose qu'il faut retenir également, c'est que par rapport à la pénétration de l'enseignement à distance dans les universités sénégalaises, l'UCAD en a fait l'expérience avec l'EBAD, l'UGB également avec l'Institut de formation à distance qui a, grâce, n'est-ce pas, aux initiatives du recteur de l'époque, le professeur Maritonyan, mais également, pour ce qui est de l'UFR droit, le professeur Abdallah Sissé, ont pu également initier des formations dans le domaine du cyberespace, du droit du cyberespace, mais aussi l'exemple de l'université virtuelle africaine. Donc, je pense que c'est des exemples qui montrent que, bien avant l'existence de nos universités, l'enseignement à distance existait déjà dans le monde universitaire. L'exemple de l'université Assane Seck également le prouve à suffisance parce que, aussi bien au département de droit que dans d'autres départements, il y a déjà eu des expériences de formation ouvertes à distance. L'université Assane Seck a ouvert, si mes souvenirs sont bons, c'est vers 2016-2017, des formations, n'est-ce pas, au profit, notamment des professionnels, pour qu'ils puissent poursuivre leurs études en utilisant cette plateforme-là. Bien qu'il existait, moi en tout cas j'ai fait ma première année avec beaucoup d'enseignants qui aujourd'hui, certains sont même des cadres de l'administration de l'université numérique, mais ce n'était pas évident parce que comme il l'a dit, il a donné l'exemple du docteur Boubacar Kamara, il s'appuyait souvent il se rapprochait des étudiants avec lesquels ils ont de meilleures relations pour pouvoir tout le temps photocopier, etc. Et donc ce n'était pas évident. L'avantage de l'enseignement en ligne va donc permettre à ces professionnels-là de pouvoir accéder à la formation continue, à la formation universitaire, sans trop souffrir de la distance qui les séparait de leur lieu de travail. Je vais m'arrêter un peu sur le modèle pédagogique de l'université numérique. L'université numérique, il l'a dit au début, c'était un peu difficile parce que nous avons souvent des difficultés avec les ruptures occasionnées par l'Internet. Parfois, on a même des difficultés d'adaptation, on a des difficultés à faire face à la nouveauté. Alors, l'université numérique, on ne va pas revenir sur l'historique de sa création. C'était effectivement pour démocratiser l'accès à l'enseignement supérieur. Mais au-delà, comme je l'ai rappelé tantôt, c'est pour pouvoir permettre à certaines couches sociales de pouvoir accéder à la formation universitaire, à la particularité, sans être la seule université qui pratique l'enseignement supérieur, mais à la particularité d'être une université d'enseignement public qui offre l'essentiel de ses formations au moyen des technologies de l'information et de la communication. Donc, quand vous arrivez à l'université, vous êtes un élève, un bachelier qui vient de la terminale, qui n'a jamais touché à l'outil informatique, ça peut être difficile. Mais je vais revenir tout à l'heure sur, pour moi, les solutions qu'il faut adopter. Alors, vous avez à votre disposition des plateformes de formation avec des tuteurs. Il a parlé du système de tutorat. Nous tous, nous faisons du tutorat. Et le tutorat est un élément fondamental dans le dispositif d'enseignement à distance parce que ça permet à l'étudiant d'être accompagné de la manière la plus forte. Je dis souvent aux étudiants, parfois ils ne sont pas d'accord, mais je leur dis, dans l'enseignement à distance, l'étudiant est plus coaché, il est plus accompagné que dans le modèle de l'enseignement classique. Ce qui est fondamental parce qu'il faut éviter, comme il l'a dit, que l'étudiant se sente déconnecté de son enseignant, trop déconnecté de son enseignant. Alors, l'autre particularité également, c'est ce qu'on appelle les espaces numériques ouverts. Il a dit dans ses propos, M. Tin, que dans l'enseignement à distance, l'apprenant a tendance à subir ce qu'on appelle la solitude. Et c'est ce que
l'université numérique a compris, parce qu'à un moment donné, on s'est rendu compte que la réalité de notre société, c'est que pour être étudiant, on pense qu'il faut toujours quitter la maison pour aller quelque part. Et ça permet également à l'étudiant d'avoir une certaine socialisation et à avoir un espace qui lui permet, bien entendu, de pouvoir accéder à des outils informatiques et à de l'Internet de très bonne qualité et pouvoir suivre ses enseignements sans difficulté. Donc l'espace numérique ouvert va contribuer à réduire cette distance-là qui existe entre l'étudiant et son établissement d'enseignement et à développer effectivement ce qu'on appelle le sentiment d'appartenance. Alors, l'autre chose également que je voudrais préciser particulièrement par rapport au défi, c'est que mon point de vue, c'est que l'intelligence artificielle aujourd'hui qui se développe, ou l'Internet de façon générale, va contribuer à bouleverser les certitudes dans le domaine de l'enseignement. Mais c'est une solution efficace pour permettre aux gens aujourd'hui d'avoir accès à des connaissances partout, à avoir accès à une formation continue, quel que soit leur lieu de résidence. La distance ne doit plus poser problème, puisque quand je prends l'exemple de notre université, on a par exemple des étudiants qui ont pu bénéficier de ce qu'on appelle la préinscription, ils sont partis à l'étranger, et malgré tout, ils continuent à poursuivre leur formation universitaire. On va me dire, mais comment est-ce qu'ils font pour les évaluations, etc. Mais cela ne pose pas de problème, puisque, M. Tin le sait, il y a des plateformes de e-examen qui permettent à l'étudiant, malgré qu'il soit à distance, de pouvoir faire son examen sans aucune difficulté. Souvent, je dis aux étudiants, mais cela ne vous ouvre pas des facilités pour tricher. Donc, je ne dis pas également que les étudiants trichent, mais il y a des techniques de surveillance, des méthodes de surveillance qui permettent à nos surveillants, à partir de l'espace numérique ouvert, de pouvoir surveiller l'étudiant qui compose, même s'il est en France ou aux États-Unis ou en Russie ou au Canada, parce qu'on a des exemples comme ça. On a beaucoup de professionnels également qui sont des enseignants, parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup d'étudiants qui sont dans la région de Sédhiou et qui servent un peu partout au Sénégal, qui continuent leurs études sans avoir besoin de mettre le pied à l'ENO. Ils font leur examen à distance. Heureusement qu'on a voilà, une cellule qui s'occupe uniquement de ça, mais qui peuvent faire leurs examens sans avoir besoin de se déplacer à l'ENO. L'autre précision également, il l'a dit, les difficultés qu'il a soulevées, ce sont les difficultés relatives à l'accès à l'outil informatique. L'université vous met à votre disposition un ordinateur, un modem de connexion, etc. Mais j'ai l'habitude de dire que cet outil-là n'est pas offert comme ça, parce qu'avant qu'on ne vous le donne, il y a des critères d'éligibilité qu'il faut remplir. Il faut subir une formation en informatique, une formation d'initiation à la plateforme, une formation en leadership et en développement personnel. Et c'est l'occasion également de remercier M. Jean-Amédée Diatta qui contribue à la formation de nos apprenants, particulièrement dans le domaine du développement personnel. Et ce sont donc des outils qui sont mis à votre disposition gratuitement, parce qu'au-delà du téléphone, etc., comme il l'a dit, l'ordinateur va également être un outil efficace qui vous permettra de pouvoir y garder vos fichiers, etc. Je voudrais également préciser qu'avec les plateformes que nous avons, l'étudiant n'a pas que l'Internet, plutôt, il n'est pas obligé d'être tout le temps connecté pour pouvoir accéder à la connaissance. La seule différence qu'il y a entre lui et l'étudiant de l'université Assane Seck, par exemple, c'est que l'enseignant n'est pas devant lui pour lui dispenser l'enseignement. Mais il est possible, à travers les classes virtuelles, d'utiliser la voix, la vidéo, etc. Mais on pourra revenir sur ces questions-là tout à l'heure. Alors, l'étudiant a la possibilité, dès qu'il est formé en informatique, il sait comment utiliser le pack Office. Il a la possibilité de télécharger ses cours dans sa machine. Et parfois, je dis souvent aux sérères qui ont des difficultés à apprendre en ligne, avec l'écran, qu'ils peuvent toujours imprimer le document et l'utiliser au format papier. Mais bon, pour éviter souvent d'avoir chez vous des cartons de papier, l'ordinateur est un tout dans un seul outil, pourra vous permettre d'avoir accès facilement à tous ces éléments de connaissance-là ou ces supports de connaissance-là sans avoir besoin d'imprimer. Alors, parmi les défis, ma conception également, c'est que on ne doit pas attendre d'arriver à l'université pour apprendre l'informatique. Ça, c'est une interpellation à l'endroit de nos autorités. Il faut introduire l'enseignement de l'informatique dès le bas âge. En tout cas, si ce n'est pas possible de le faire pour l'école élémentaire, au moins à partir du collège, à partir du lycée, les élèves doivent pouvoir être initiés à l'informatique et même au e-learning.
Parce qu'il y a de cela 2 ans, j'ai accompagné un élève de l'école française qui était inscrit dans un lycée en France et qui a fait le bac à partir de Ziguinchor. Donc je l'accompagnais souvent dans certains de ses cours, mais également dans l'usage de ces plateformes de formation. Un élève qui a commencé l'apprentissage en ligne depuis la seconde, et quand vous le voyez manipuler les plateformes, vous avez l'impression qu'il le fait mieux que les étudiants, certains étudiants même des universités numériques. Donc pour moi, il faudrait introduire la formation en informatique, en e-learning, dès le bas âge, pour permettre à l'apprenant, quand il arrive à l'université, qu'il ne soit pas déconnecté de ce qu'il faisait auparavant. Parce que, par expérience, nous fournissons beaucoup d'efforts pour aider les étudiants, les nouveaux bacheliers, à pouvoir s'adapter aux plateformes d'enseignement. Et on sait que ce n'est pas du tout, évident. Donc, je l'ai dit au début de mon propos, il faut également que les enseignants soient formés. Et il l'a dit. Parce que souvent, ce que l'on constate, c'est que vous avez votre master, vous avez votre doctorat, on vous dit que vous êtes tuteur. Sans avoir fait au départ une formation sur la scénarisation des cours ou sur le tutorat tout court, mais au-delà du tutorat, il faut aussi aider les tuteurs à comprendre comment scénariser. Ça leur permet de comprendre la pédagogie qu'il y a derrière. Pourquoi il faut, dans un cours, mettre les objectifs, pourquoi il faut avoir une vidéo, pourquoi il faut utiliser des images qui permettent à l'étudiant de pouvoir sentir sa proximité avec la plateforme. C'est un élément important qu'il faut prendre en compte. Ma conviction également, c'est qu'il faut développer le modèle des espaces numériques ouverts au niveau national. Il faut davantage le développer, même si ce n'est pas dans le cadre de l'université numérique, mais ça va contribuer à réduire effectivement la fracture numérique, à permettre aux gens d'avoir accès à ce qu'on appelle la culture numérique. Par exemple, au niveau des espaces numériques ouverts, nous avons, en tout cas, le modèle qu'on a, qui est en construction à côté de Auchan. On a des salles open space, des salles visio qui peuvent aider les établissements de la ville de Ziguinchor à former davantage leurs élèves, mais également à former leur personnel. Pourquoi? Parce que ça va aider à cette population-là à avoir accès à une certaine culture numérique qui va réduire certaines difficultés que l'on connaît et qui sont véritablement d'ordre sociétal. Je donne l'exemple également de la salle télémédecine qui est installée dans ces espaces-là, qui va beaucoup aider nos femmes, etc., qui n'ont pas accès aux services de gynécologie. Mais ça, c'était une parenthèse. Donc, je voudrais vraiment souligner l'importance pour nos autorités à promouvoir l'enseignement de l'informatique dès le bas âge, mais également à promouvoir l'enseignement numérique dès le collège ou dès le lycée. Ça va permettre vraiment, quand ils arrivent dans des universités d'enseignement numérique, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas que l'université numérique qui offre ces formations-là. Vous avez écouté tout à l'heure les instituts qui ont fait leur présentation dire qu'ils ont en leur sein des formations ouvertes à distance. Et tant que l'étudiant, l'apprenant n'est pas en mesure d'utiliser l'outil informatique, ça va être très difficile pour lui de s'adapter à l'outil, plutôt aux plateformes d'apprentissage. Et c'est l'occasion pour moi de dire que ma conviction, c'est que l'enseignement classique n'offre pas plus que l'enseignement à distance. Pourquoi? Parce que dans l'enseignement à distance, vous avez pratiquement tout ce qu'il faut pour pouvoir accéder à la connaissance. Parce que l'enseignement, c'est quoi? C'est une communication entre l'apprenant et l'enseignant. C'est de la dation de la connaissance et de l'acquisition de la connaissance. Donc, tous les outils sont disponibles sur la plateforme. Et par expérience, le seul problème qu'il y a, c'est que parfois l'apprenant ne connaît pas tous les outils, ou parfois l'enseignant ne connaît pas tous les outils. Et pour moi, c'est un défi qu'il faut relever. Donc, je voudrais vous remercier, M. Diouf, pour la parole, et en attendant les échanges de tout à l'heure. Merci beaucoup, M. Badji, pour cet exposé à la fois très succinct, mais aussi très éclairant sur notre thématique portant sur les défis et les tendances donc, de l'apprentissage en ligne. Je vais donc très brièvement aussi reprendre un certain nombre de vos propos à l'intention donc des participants et des participantes qui, au fond, donc, nous présentent à juste titre le modèle pédagogique de l'université Cheikh Hamidou Kane, anciennement appelée Université virtuelle donc, du Sénégal. Le revenu sur la naissance, l'accouchement difficile
de cette université, parce que c'était une université qui était porteuse d'innovation, qui parfois était en porte-à-faux, ou en tout cas bouleversait le modèle pédagogique des universités traditionnelles. Monsieur Tine en a parlé, vous êtes revenu là-dessus. Et donc, c'est un modèle bâti autour de dispositifs d'apprentissage à distance qui sont entièrement en ligne, qui sont des cours en ligne. Et tout à l'heure, Cétine a rappelé le slogan, la devise de l'université, « Faut nek fofle ». Vous pouvez être au plus profond du Sénégal, à Fongolémi, comme on dit souvent, et pouvoir accéder au savoir à distance. Évidemment, j'exagère peut-être parce qu'il y a des défis, le défi de la connexion. Nous savons tous que la couverture, disons, Internet n'est pas la même partout. Il y a donc une fracture numérique d'ailleurs que vous avez rappelée. Et c'est cette fracture numérique qui est au fondement souvent de ce qu'on appelle aujourd'hui l'électronisme, c'est-à-dire l'analphabétisme dans le domaine des TIC, des technologies de l'information et de la communication. Mais il n'empêche que ces technologies sont dans une dynamique de progression exponentielle. Vous avez donné l'exemple du commerce en ligne que nous connaissons tous. Certains d'entre nous ont commencé déjà à faire leurs achats en ligne à travers la plateforme Jumia. Jumia qui a son dépôt là-bas sur la rue Insandiaï. Vous pouvez rester ici à Ziguinchor, commander votre frigidaire, votre télévision à distance et vous faire livrer en l'espace de quelques jours. Et un des hommes les plus riches au monde est d'ailleurs le propriétaire d'une plateforme semblable à Jumia. Vous la connaissez tous, vous en avez entendu parler, c'est Amazon. Amazon est la propriété de Jeff Bezos, qui est peut-être l'homme actuellement le plus riche au monde. Il y a une autre aussi qui est une plateforme concurrente, Alibaba, la plateforme chinoise, dont le propriétaire aussi est immensément riche. Donc, le commerce a achevé de faire sa transformation dans le domaine des technologies de l'information et de la communication. Il reste maintenant donc le domaine de l'apprentissage et de la formation. Et l'université virtuelle et les autres universités qui proposent, comme Hassan Sek, des formes hybrides d'enseignement à la fois en présentiel et à distance sont aussi dans la même voie, et c'est ce qui se passe, je vous l'ai dit à l'entame de vos propos, partout dans le monde. Harvard, les plus grandes universités au monde, ont leurs cours à disposition gratuitement sur Internet. Donc, mais le défi, donc il est vôtre, c'est le défi de l'appropriation, c'est le défi de l'autonomie. Et donc, la mise à disposition de ces outils suppose une formation à l'usage de ces outils. Vous devez être formé. Et M. Badji a donné, disons, une solution qui est, à mon avis, est incontournable. Il faut que l'apprentissage, la formation à l'usage des outils numériques soit commencée dès le bas âge sénégal. C'est cela qui permet le développement de la culture numérique. Il est même presque anachronique, voire absurde, que jusqu'à présent, dans nos établissements d'enseignement secondaire, on ne propose pas de tel enseignement. Il devrait y avoir une filière informatique, au moins au niveau du secondaire, comme c'est le cas dans beaucoup d'autres systèmes éducatifs par le monde. L'informatique doit être une filière à part, parce que c'est vraiment, disons, le monde de demain, c'est le monde d'aujourd'hui même, et c'est, disons, des outils qui sont incontournables. Donc, pour revenir sur l'UVS, il y a non seulement ces cours en ligne, mais il y a les zénos, et M. Badji insiste sur la nécessité de multiplier ces zénos partout au Sénégal, hein,
pour permettre un meilleur accès, une accessibilité à ces outils. Ensuite, donc, parce que cela permet aussi de vaincre d'autres défis dans le domaine médical, la télémédecine, etc. Bon, bref, voilà un certain nombre de propos, d'idées particulièrement brillantes ici énoncées par M. Badji dans son propos. Il est allé très vite parce que vous savez, ces deux experts se rencontrent d'une certaine manière et ont les mêmes points de vue sur les tendances et les défis qui se posent à ce qui est aujourd'hui donc leur domaine de prédilection. Et c'est pour cela d'ailleurs que je le remercie d'être allé très vite et d'être passé rapidement, non seulement aux tendances, mais aussi à faire des propositions. Maintenant, je pense que nous pouvons passer la parole aux étudiantes et aux étudiants qui sont ici pour qu'ils posent un certain nombre de questions qui vous permettront de les éclairer davantage sur l'apprentissage en ligne et sur les possibilités qui leur sont offertes pour leur parcours académique et leur parcours professionnel. Je pense donc, mon ancien élève là, je pense que je vais te passer la parole pour que tu prennes une liste d'intervenants à soumettre à nos deux communicants. Voilà. En tout cas, merci. Merci. Remercions encore beaucoup d'applaudissements pour ces brillants intervenants. Hein. Donc, la clarté de leurs exposés qui nous ont permis de mieux comprendre les tendances et les défis de l'apprentissage en ligne. Merci, merci. Et voilà. Merci à vous aussi, M. Diouf. Je pense que vous avez tellement organisé le débat que M. Badji et M. Tin ont eu à avoir des interventions pertinentes. À travers votre résumé, ce qui a pu nous échapper, on s'est rattrapé par la suite. En tout cas, le panel a été clair et je pense que vos conseils ne sont pas tombés dans l'oreille d'un sourd. Tout à l'heure, les élèves auront la parole et à travers leurs interventions aussi, ils vont poser des questions pertinentes afin de repartir chez eux avec vraiment beaucoup d'enseignements. En tout cas, nous vous remercions et vous félicitons pour cette brillante présentation. Merci encore une fois. Maintenant, les élèves, à vous maintenant de poser des questions par rapport à tout ce que vous avez entendu pour qu'on puisse aller très vite. C'est bon? S'il y a des interventions. Oui, qui veut poser des questions? Oui? Non, la restauratrice, elle est là, ne vous inquiétez pas. Vous allez bien manger et beaucoup boire. Non, ça y est, elle est là, elle est là. C'est juste après le panel, on va s'organiser et vous allez bien manger et beaucoup boire surtout. Maintenant, les questions d'abord. Après manger. Monsieur Diouf, les élèves disent après le manger pour les questions. Maintenant, comment on doit faire? Ah non, après avoir mangé, on ne pourra plus réfléchir. Non, non, non. Après avoir mangé, on va aller faire la sieste. Non. Il faut poser vos questions tout de suite et maintenant parce que ces messieurs sont des messieurs très occupés. Hein? Voilà, il faut vous le dire, n'ayez pas peur. Vous êtes là, c'est votre monde, c'est votre là. J'ai bien entendu. Je voulais demander en fait si ces diplômes ce sera accepté partout. Je me nomme Sokhna May Diop. Je suis élève en classe de terminale L2. Lycée El Hadj Omar Lamine Badji de Djibo. Merci. Une question très pertinente. Oui? Question? Charles Wanga, n'avez pas de question?
Lycée Djignabo, vous n'avez pas de questions? C'est la fin. Tout ça? Voilà, au fond. C'est bien. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Dieynabou Diallo et je voulais vous poser une question. Quels sont les procédés à faire pour être dans ces écoles, dans ces universités virtuelles? Quels sont les procédés à remplir? Merci. Merci, félicitations. Oui, ou question? Tout ça? Non, oui, je voulais demander à quelle heure on va manger. Votre nom, votre nom. Hein? Hein? Antoinette? Antoinette comment? Ah non, 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 on ne peut pas s'appeler John, c'est pas possible. Antoinette, yo, mon sant John quoi. Bonjour. Moi, je voulais savoir si les études à partir des plateformes, d'ici quelques années, si ça va passer au moyen secondaire dans les lycées ou les CM. Je voulais savoir si les... Awa. Le nom. Awa Konate Fall. Awa Konate Fall. Oui. Non. Oui, question, il y en a? Au fond là-bas. Bonjour, je m'appelle Nehadi Diouf. Bon, j'aimerais savoir comment doit-on procéder pour maintenir la motivation? Bonjour, je m'appelle Nehadi Diouf. J'aimerais savoir comment doit-on procéder pour maintenir la motivation? Bonjour. J'ai une question sur le plan du digital. Comment reconnaître les bonnes
comment reconnaître les bonnes plateformes et comment y accéder. Oui, sur le plan digital. Amadou Diallo. Bonjour, je m'appelle Mamadou Selou Diallo. J'aimerais savoir la durée des études universitaires concernant votre université et tout ça. Oui. D'accord, merci beaucoup. C'était ma question. Bonjour tout le monde. Moi, je m'appelle Jocelyne Jowendeki. Ce que je voudrais savoir est, après les formations que nous allons faire, nous voyons beaucoup de nos grands qui, après les formations, ne font rien. Et parfois, d'autres n'ont pas les moyens, certes. Mais des fois, il y a le manque d'emploi qui est ici et dont nous faisons face. Pourquoi se payer des formations chères et nous étudions pour juste après être des chômeurs et être là sans rien faire? Là, c'est difficile. Merci beaucoup. Bon. Question, oui. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Maïmouna Diallo Sonko. Je voulais savoir si dans les universités virtuelles, si on pouvait faire plusieurs, si on pouvait suivre plusieurs branches. C'est ce que je voulais savoir. Question. C'est bon? Bonjour, je m'appelle Numbe Fall. Je voulais savoir pourquoi dit-on que certaines filières ne sont pas reconnues par le CAMES. Bonjour, je m'appelle Numbe Fall. Je voulais juste savoir pourquoi dit-on que certaines filières ne sont pas reconnues par le CAMES. CAMES ou je sais pas quoi.
Encore une autre question. Amadou Diallo. Et quels sont les inconvénients du plan digital sur notre vie? Bonjour tout le monde, je m'appelle Mamita Meresane. Je voulais savoir si on nous oriente par sur le filière qu'on a choisi ou par les notes. Merci. Bonjour, moi c'est Aïs Koukoli. J'aimerais savoir si les étudiants en virtuel ont-ils les mêmes opportunités de travail que les autres étudiants? On prend les deux derniers, ensuite on laisse au modérateur de pouvoir répondre. Oui. Bonjour, je m'appelle Aïda Diop. Je voulais savoir si on pouvait travailler et en même temps faire des cours en ligne. Bonjour, je m'appelle Floriane Diata. J'aimerais savoir, pour intégrer dans les universités privées, s'il faut forcément avoir le baccalauréat. Merci. C'est pertinent. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Théa Cooper. Je demandais si vous n'avez pas faim. Parce que nous là, on a faim. Si vous avez faim, donc criez. On a faim. Wow. Ça suffit. Monsieur Diouf, la question de Diata, elle demande si le public, vous ne ressentez pas le même mal qu'elle. Donc à Monsieur Diouf de répondre. Alors, il y a un très vilain adage qui dit « ventre plein, nègre content ». Il est très vilain cet adage-là. Hein? On est des Africains et c'est pour cela qu'on doit être toujours derrière tout le monde. Hein? Ah. Et toujours le savoir, les innovations nous viennent de l'étranger, de l'extérieur. Parce que tout se ramène ici au niveau du bas-ventre. Vous ne pouvez pas l'accepter. Hein? Il faut qu'on fasse démentir cet adage. Bon, bref. Alors, je sais que les Diola résistent difficilement à la fin. Là, c'est clair. Il leur faut leur sinangas, sinon ils ou elles vont s'évanouir. Bien, le Fouriaf, très bien. Mais nous avons quand même pu avoir un certain nombre de questions qui sont très pertinentes. Très, très pertinentes, voyez bien. Vous les avez entendues comme moi. Et que je vais donc adresser à nos intervenants
qui vont y répondre tour à tour. Je vais donc, pour aller vite, avant que l'on ne m'accuse de non-assistance à personne en danger, je vais aller très vite, je vais passer la parole à d'abord M. Tin, qui va répondre aux questions globalement, parce que certaines des questions reviennent sur certains aspects qui ont déjà été développés, mais comme on dit, la répétition est pédagogique, et certains peut-être n'ont pas bien écouté justement parce qu'ils ont fait, et donc nous allons essayer d'être attentifs encore pour quelques minutes et d'écouter nos intervenants sur ces questions qui sont cruciales pour le reste de votre parcours académique et professionnel. Voilà, M. Tin, je vous laisse la parole pour répondre aux différentes questions. Merci beaucoup, M. Diouf. Donc, je vais aller vite avant que les Diola ne crient encore. Donc, si vous voulez aller manger, il faut écouter. Si on vient aux questions, donc, il y a Sokhna May qui a parlé de la question de l'acceptation des diplômes. C'est un point important dans la mesure où dans l'enseignement supérieur, la question aujourd'hui de la qualité est gérée par une structure autonome. Ce n'est pas les universités qui gèrent ça, c'est l'autorité nationale de l'assurance qualité, l'ANAQ, qui a été instituée en 2012. Cette autorité-là évalue toutes les formations, qu'ils soient dans les universités publiques que dans les universités privées, qu'ils soient également dans le mode d'enseignement présentiel que dans le mode d'enseignement en ligne. Tout récemment d'ailleurs, en septembre passé, l'ANAQ s'est dotée d'un référentiel d'évaluation de l'enseignement en ligne. Et pour vous dire, il n'y a pas de distinction entre un diplôme obtenu en formation à distance que dans un diplôme obtenu en formation en présentiel. M. Badji va en parler parce que si vous regardez la plupart aujourd'hui des filières qui sont proposées par l'UVS, l'Université numérique, sont des filières qui sont accréditées par l'ANAQ-Sup. Il suffit juste d'aller dans le site de l'ANAQ, vous allez les voir. J'en parle en connaissance de cause parce que récemment j'ai été contacté par l'ANAQ-Sup pour participer à l'une de ces sessions d'évaluation des formations en ligne. Et l'UVS en faisait partie. Donc là, ne vous en faites pas. La formation en ligne a la même valeur que la formation en présentiel. Parce que aussi dans la formation en ligne, il y a des standards que toute institution qui se lance dans ce dispositif de formation doit pouvoir respecter. L'autre aspect aussi sur lequel je viendrai, c'est la question de Awa Konaté Fall, s'il parle des études au niveau des plateformes au moins secondaires. Là aussi, je pense que M. Badji en a parlé tout à l'heure quand il disait qu'il faudra qu'on introduise l'enseignement au niveau de l'informatique, surtout dans le moyen secondaire. Je vous donne un exemple. En 2020, quand le Covid est arrivé, le MEN a lancé donc ce qu'on a appelé l'apprentissage à la maison. Je fais partie des gens qui ont été contactés parce que j'étais en dehors du ministère de l'Éducation alors que j'y appartenais. J'étais obligé de faire une demande de reprise de service pour regagner le ministère à partir du mois d'août 2020. Et là, le CIMEN avait donc expérimenté une plateforme qui était destinée à toutes les écoles. Malheureusement, beaucoup d'enseignants n'ont pas eu à s'approprier de cette plateforme. Et c'était donc Google Classroom. Actuellement, beaucoup d'enseignants dans le moyen secondaire ont été donc certifiés à Google Classroom grâce donc à cette expérience du CIMEN. Et c'est un travail qui continue jusqu'à présent. Au niveau donc de chaque inspection d'académie aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle les IAN, les inspecteurs, les interlocuteurs académiques numériques, plus maintenant donc les médiateurs académiques numériques qui sont en train d'accompagner les établissements donc dans cette transformation du digital. Donc c'est pour vous dire également que c'est une dimension
qui est en train d'être prise en compte au niveau du moyen secondaire. Comment maintenir la motivation? C'est important. Dans la mesure où, dans la formation à distance, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a toujours le sentiment d'isolement et de solitude. Et pour maintenir cette motivation, la première chose, c'est d'abord l'accompagnement, ce qu'on appelle le tutorat. Aujourd'hui, l'université numérique, par exemple, emploie un certain nombre de tuteurs. Et dans la formation du tutorat, parce que donc j'ai fait partie de la première cohorte de ces gens qui ont été formés, mais aussi de ceux qui avaient élaboré le programme de formation des tuteurs à Saly en août 2017. On avait beaucoup mis l'accent dans le cadre donc, des échanges sur l'élaboration du référentiel de certification, sur l'accompagnement psychosocial. Comment faire de telle sorte que l'apprenant ne se sente pas isolé, comment faire de telle sorte que l'apprenant donc, ne se sent pas donc abandonné. Et là donc, il faudra donc que le tuteur développe surtout ce qu'on appelle par un sentiment donc d'appartenance sociale. Et je pense que l'UVS est en train aujourd'hui de gagner dans ce domaine avec donc les cours de développement personnel et autres, et de leadership. Et au fur et à mesure que cet étudiant se sent appartenir dans une communauté d'apprentissage, il pourra donc se socialiser maintenant au niveau des dispositifs, ainsi de suite. Et à travers ce système de socialisation, il finira donc par s'intégrer. L'autre aspect aussi en formation à distance, il faut être toujours bavard. Quand on a des difficultés, il faut les poser. Et dans ces difficultés, la meilleure manière, c'est de ne pas poser le problème en privé. C'est pourquoi dans les plateformes de formation, il y a les forums. L'objectif du forum, c'est quoi? Quand quelqu'un pose une question, que donc les autres puissent interagir. Et on va voir que, aussitôt après ces interventions, ça permet donc à celui qui a posé la question non seulement donc de pouvoir se sentir soulagé, mais même ceux qui étaient silencieux et qui avaient des problèmes à poser, ça leur pousse donc à parler. Et tout cela donc c'est des aspects qui font que donc il faut donc les développer. Et d'ailleurs même c'est pourquoi dans les normes du e-learning, il n'est pas recommandé pour un tuteur de rester 48 heures sans pour autant se connecter. Vous devez vous connecter pour répondre aux questions, parce que quand vous ne répondez pas à la question de la personne, déjà il se sent découragé et par conséquent il abandonne. Donc c'est tout un accompagnement qui doit être mis en place en dehors maintenant donc des rencontres synchrones qui vous permettent également donc de se socialiser et de faire des partages d'expériences. Sur aussi donc une des questions par rapport donc à la reconnaissance au CAMES, je pense que donc j'en ai parlé avec l'ANAQ-Sup. Le CAMES joue le même rôle que l'ANAQ-Sup. La seule différence, c'est que l'ANAQ-Sup, c'est au niveau national et le CAMES, c'est au niveau africain. C'est le Conseil africain et malgache de l'enseignement supérieur. Et là aussi, quand vous entrez dans le site du CAMES, vous allez voir que toutes les formations qui sont accréditées sont dans le site. Et encore une fois de plus, ce que je dis aux étudiants, c'est de ne pas aller là-bas donc pour vérifier l'école. Ce n'est pas l'école qui est accréditée, mais c'est la formation. Dans un établissement, qu'il soit le CAMES ou l'ANAQ-Sup, il peut accréditer 2 ou 3 licences plus un master et d'autres diplômes ne soient pas accrédités. C'est pourquoi quand vous voulez vous inscrire dans une formation, qu'il soit une formation à distance, qu'il soit en présentiel, entrez pour vérifier si le diplôme que vous voulez donc faire est accrédité, ainsi de suite. Aïda Diop a parlé également donc de travailler et faire les cours en ligne. Je pense que la formation à distance, ce qui le caractérise, c'est la flexibilité. Je vous donne mon exemple. M. Diouf l'a abordé tout à l'heure dans la présentation. Jusqu'à une période récente, j'ai été professeur d'histoire et de géographie. J'ai fait une formation donc en géographie. Et quand j'ai voulu maintenant changer donc de cadre, j'ai pensé à la formation à distance. J'ai pu bénéficier d'une bourse de l'AIF qui m'a permis donc de m'inscrire à l'université de Lille. Et durant donc toutes les années que j'ai passées dans cette université, qu'il soit donc la formation donc lors du master, qu'il soit donc lors du diplôme de recherche, c'est des formations qui étaient entièrement en ligne et je le cumulais avec mon métier
d'enseignants, c'est-à-dire de profs d'histoire et de géographie. C'est pour vous dire donc ce qui est valable pour moi est valable pour tout le monde. Et là, vous allez voir que l'avantage aujourd'hui donc de ces formats, de ces formations. Si aujourd'hui l'université numérique attire beaucoup, c'est lié à cela. Et même si je prends le cas de l'UAZ, dans le cadre de notre dispositif de FOAD, nous constatons que tous ceux qui sont inscrits dans la formation à distance sont des gens qui travaillent. Certains sont des officiers de la police, des inspecteurs des douanes, ainsi de suite, des préfets et autres, donc des cadres de l'administration des enseignants. Donc toutes ces personnes-là cumulent en même temps leur métier, leur activité professionnelle aux études. Et ça, seul l'enseignement à distance peut vous le permettre. Parce qu'en présentiel, vous êtes obligé d'être en classe de 8h à midi et de quelquefois 15h à 18h. Donc voilà les quelques questions que je voulais répondre. Et les autres, je pense que M. Badji va y venir également, donc à travers aussi donc l'expérience de l'UVS. Merci, M. Tine, pour ces réponses très claires et très exhaustives à un certain nombre de questions. Je vais donner la parole maintenant à M. Badji, qui va prendre en charge lui aussi un certain nombre de questions posées par les participants. Okay, merci beaucoup, professeur, inspecteur Diouf. Je voudrais déjà, avant de répondre à un certain nombre de questions, dire également, puisque c'est de tendance dont on parlait tout à l'heure, qu'on constate à partir de l'expérience sénégalaise de l'enseignement universitaire en ligne, qu'il y a beaucoup de pays de l'Afrique de l'Ouest qui viennent s'inspirer de notre modèle, notamment le Niger, la Côte d'Ivoire avec l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire, le Mali, le Gabon. On a également le Burkina Faso. Donc ça veut dire que le modèle sénégalais est un modèle original et donc les autres pays ont compris que ça pourrait contribuer à développer davantage l'enseignement supérieur. L'autre chose également que je voulais préciser, parce que c'est des questions souvent auxquelles on est confronté dans la pratique, où les étudiants pensent que voilà, ils n'ont pas accès par exemple à de la documentation. M. Tine peut le dire de façon très claire. Les plateformes vous offrent également des possibilités d'accéder à des bibliothèques numériques, avec ScholarVox, Assansec, il y en a un peu partout. Et même la possibilité, parce qu'il l'a dit, hein, l'avantage de l'enseignement à distance, c'est également de promouvoir des apprenants qui sont autonomes. Et ça peut être très utile pour vous dans le monde professionnel. Et il est possible, avec des plateformes comme Alticia, de pouvoir s'auto-former à l'anglais. Et il y en a, quelqu'un a dit tout à l'heure que l'anglais, c'est vraiment fondamental. Et il est possible d'utiliser toutes ces plateformes-là. Donc, au niveau de l'Internet, on a pratiquement tout ce qu'il faut pour accéder à la connaissance et accéder à des compétences. Les diplômes, je ne vais pas y revenir, il a dit, hein, le diplôme d'une université, que ce soit hein, ce que vous offrent les instituts comme formation, l'université publique, l'université numérique, l'université Assansec, tous ces diplômes-là qui sont faits ou offerts au moyen de l'enseignement en ligne, ce sont des diplômes qui ont la même valeur que les autres diplômes. Il a parlé de l'ANAQSUIP, il a parlé du CAMES. Effectivement, c'est des diplômes reconnus. Vous savez, j'ai dit au départ que c'était un peu difficile au début avec l'université numérique. D'ailleurs, au départ, ça s'appelait université virtuelle. Maintenant, ça s'appelle université numérique. J'ai eu l'opportunité de faire partie en 2019 de la commission de réforme de l'université virtuelle, où on a décidé de changer de nom pour évoluer vers université numérique. Pourquoi? Parce que la notion de virtuel favoriser un peu des préjugés parce que les élèves parfois pensent que ce sont des robots qui leur donnent des enseignements. C'est possible hein, dans l'avenir avec le développement de l'IA, mais retenez que ce sont des enseignants, c'est des humains qui animent les plateformes. Donc les diplômes ont la même valeur. Je me rappelle quand j'ai quitté, quand je me suis inscrit au début à l'UCAD avant de venir m'inscrire en première année à Sansec, on me disait mais non, c'est une nouvelle université, le diplôme n'est pas reconnu, etc. C'était le même discours. Aujourd'hui, l'enseignement à distance subit le même discours. Mais retenez que ce n'est qu'un préjugé. Parce qu'aujourd'hui, pour aborder la question sur l'emploi, on a nos apprenants qui réussissent au concours. Récemment, d'ailleurs, on a un de nos apprenants qui a réussi au concours de la magistrature, qui effectivement est un concours sélectif. Il y en a qui ont réussi au concours de l'ENA. Il y en a qui ont réussi au concours des officiers de la gendarmerie, notamment sur les sections télécom. Donc, on a beaucoup de nos apprenants qui arrivent à accéder au monde professionnel. Et
Vous savez, dans le monde du recrutement, on prend en compte beaucoup de critères. Et la maîtrise de certains outils peut aider l'apprenant à avoir, ou le diplômé à avoir, plus accès facilement au monde professionnel. Donc pour résumer, le diplôme de l'enseignement numérique et le diplôme de l'enseignement classique ont la même valeur, puisque ce sont des diplômes, il l'a dit, reconnus par le CAMES et par l'ANAQ-Sup. Il a parlé des plateformes, le déploiement des plateformes dans l'enseignement moyen secondaire. Moi, c'est un plaidoyer que je fais souvent. Si l'on veut que nos apprenants, quand ils arrivent dans les universités, dans l'enseignement supérieur, qu'ils puissent être à l'aise avec l'outil, avec les plateformes, il faut les former dès le départ. Moi, j'ai été formé un peu avant. J'ai été initié à l'informatique avec M. Djiba qui a la scolarité. Il était prof d'histoire-géographie au lycée quand j'étais en terminale. Mais c'est lui qui gérait également la salle informatique. Et donc, on a eu la chance, dès la classe de seconde première, de fréquenter le cyber du lycée et de bénéficier de certains encadrements. Je me rappelle, à chaque fois, il venait au cyber, parce que la culture numérique, nous dire, quand on cherchait souvent les correspondants, parce que ça, c'était un comportement de gamin, et de nous dire, faites attention, il y a des arnaques, etc. Et ça m'a permis très tôt de comprendre les risques qu'il y a également avec l'Internet pour parler des difficultés. Bon, le professeur pourra revenir tout à l'heure sur les dangers du digital, mais c'est important également de ce point de vue. Maintenant, la durée universitaire de l'enseignement des études universitaires. Avec le système LMD, c'est 8 ans, normalement. Donc vous avez une licence en 3 ans, un master en 2 ans et un doctorat à faire au minimum 3 ans. Bon, ça peut légèrement parfois dépasser les 8 ans. Mais je vous conseille vraiment de tout faire pour avoir un parcours universitaire qui ne s'arrête pas forcément en licence, mais il faut aller faire les thèses également. Rapidement également sur la possibilité de pouvoir faire des études et travailler. Il en a parlé. Le modèle d'enseignement à distance, c'est le modèle topique qui vous permet de combiner la formation et le travail. On reçoit, nous, beaucoup de demandes. On pourra y revenir tout à l'heure. Parce que quand Campusen vous oriente, ce n'est pas forcément sur la base de votre choix premier. Il est possible de demander à être orienté à l'université numérique et vous êtes orienté à Sansek ou ailleurs. On reçoit chaque année beaucoup de demandes de bacheliers qui demandent à être réorientés vers l'université numérique parce que peut-être ils ont d'autres formations à faire ou ils ont un emploi quelque part. Parce qu'on arrive à avoir des bacheliers qui décrochent un emploi après le bac. On a eu des exemples comme ça. Puisqu'on parle de flexibilité, c'est un modèle qui vous permet de travailler et d'étudier en même temps. Il a donné son exemple et il y en a plusieurs autres. Moi, je travaille à l'université numérique et c'est encouragé. Je continue également à me faire former puisque je suis dans le modèle et je me suis inscrit depuis l'année dernière dans une formation sur l'administration et la gouvernance des établissements d'enseignement grâce aux plateformes de l'université. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez travailler et continuer à faire vos études et on peut citer plusieurs exemples. Donc, il y a les critères de l'orientation également. Peut-être le professeur pourra y revenir. Mais ce que je dis souvent aux étudiants, parce que quand on fait les cours de connaissances de l'université, on a beaucoup de bacheliers qui, par exemple, ont demandé à faire multimédia, internet, communication. On les oriente en droit. À notre niveau, on offre des possibilités de changer de filière. Mais ce qu'il faut comprendre, en tout cas depuis notre époque, c'est que quand vous avez le bac, l'orientation est tributaire des notes que vous avez au bac. Ce n'est pas parce que je veux... D'ailleurs, nos grands frères nous disaient, mais si tu veux faire droit ou tu veux faire telle chose, il faut te préparer depuis la classe de terminale. Ça veut dire qu'il faut prendre en compte cela également pour vous préparer en conséquence. Donc, voilà. Est-ce qu'on peut travailler et faire les cours en même temps? Effectivement. Si le bac est nécessaire, les instituts, ceux qui sont de l'ISM pourront y revenir. Mais je sais que dans certaines formations professionnalisantes, etc., on n'a pas forcément besoin d'avoir le baccalauréat. Même dans l'enseignement classique ou dans l'enseignement supérieur que l'on connaît le plus, il y a par exemple en droit ce qu'on appelle la capacité en droit. Ce sont des formations ouvertes à des gens qui n'ont pas le bac, mais qui peuvent poursuivre leurs études supérieures, mais dans des conditions qui sont très bien précises. Voilà, merci beaucoup, monsieur le modérateur. Merci, M. Badji, pour ces réponses aussi très claires à certaines questions. Évidemment,
on pourra peut-être revenir sur certaines questions. Par exemple, la question de Jocelyne Joël Ndeki sur le chômage des diplômés. C'est vraiment une question cruciale. Mais à votre âge, je trouve dommage de s'angoisser déjà sur la question du chômage. Nous sommes un pays, disons-le, sous-développé. C'est-à-dire donc potentiellement un pays à développer. C'est-à-dire un pays où nous devons travailler. Et ce que d'autres pays ont réussi, nous aussi, nous pouvons le réussir. Le chômage des diplômés, à mon avis, c'est déjà une vue de l'esprit. Parce que nos amis ont parlé tout à l'heure de flexibilité. On ne doit pas penser dans le monde d'aujourd'hui qu'il est obligatoire, nécessaire de travailler uniquement là où on est, dans nos zones de confort ou par rapport à certaines de nos aspirations. Il y a toujours possibilité d'acquérir de nouvelles compétences, de les faire valoir, d'aller les chercher ailleurs. Et aujourd'hui, dans le monde où nous sommes, grâce justement à ces dispositifs d'apprentissage en ligne, on peut toujours acquérir de nouvelles compétences. Je dis souvent à mes amis, du haut de l'expérience de toutes les années que j'ai derrière moi, en tant qu'élève, étudiant, puis ensuite professionnel, enseignant et bientôt patriarche, peut dire qu'au fond, notre problème à nous, c'est peut-être qu'on vise trop loin. Tout à l'heure, Badi parle du parcours aujourd'hui LMD où on vise le doctorat. Mais si vous allez dans la plupart des grands pays du monde, prenez des pays comme l'Allemagne, comme la Suisse, les jeunes comme vous ne songent pas à aller chercher des doctorats. Ils cherchent tout de suite des formations professionnalisantes pour aller travailler et ensuite se donner la possibilité après de s'améliorer, de faire valoir ce qu'on appelle les acquis de l'expérience, qui sont de plus en plus intégrés au parcours académique et professionnel. Donc, au fond, il faut se mettre dans l'idée d'être de perpétuels apprenants. Aujourd'hui, c'est le règne de l'apprentissage tout le long de la vie. Monsieur Tin a été professeur de géographie. Maintenant, c'est un spécialiste des technologies de l'information et de la communication. Monsieur Badi est juriste. Il est aujourd'hui dans l'administration donc des plateformes en ligne. Il est aussi dans autre chose, il vient de le dire. Donc, il faut se mettre dans la logique de l'apprentissage tout le long de la vie. Le chômage, il est possible de le vaincre, surtout dans des pays comme le nôtre. Nous avons besoin de tous les bras et surtout nous avons besoin de vous pour développer ce pays. Donc ne vous angoissez pas, il n'y a pas de chômage des diplômés. Il y a des diplômés qui chôment, mais il n'y a pas de chômage des diplômés. Parce qu'ils ont toujours la possibilité d'aller faire autre chose. Ils peuvent même se former. Aujourd'hui, vous voyez de grands, pas plus tard qu'aujourd'hui, je suivais une émission de télévision, quelqu'un qui avait gagné beaucoup d'argent dans l'informatique, mais qui, au bout d'un certain nombre d'années, s'est investi dans la boulangerie. Parce que c'est sa passion. D'autres s'investissent dans la cuisine, la gâchette parce que c'est leur passion. Voilà, c'est la flexibilité, et la flexibilité est un des maîtres mots de ce qui nous préoccupe aujourd'hui. Alors, je pense que nous avons peut-être plus ou moins répondu à toutes les questions. Je pense que, puisque je sens qu'il y a une impérieuse nécessité pour certains d'aller de l'autre côté, oui, mademoiselle John, là, n'est-ce pas? Hein? Voilà, donc je voudrais remercier tout le monde. Hein. Je pense que nous pouvons, mettre un terme à ce panel très intéressant. Je voudrais remercier tout le monde
et me réjouir d'abord de deux choses. La première chose, c'est la présence massive des élèves, non seulement des élèves, mais surtout des jeunes filles. Je pense que les jeunes filles sont majoritaires dans cette assemblée. À vue d'œil, elles sont majoritaires. Ça, en tout cas, ça semble être. Et c'est un processus qui part de la SCOFI, de la valorisation de la scolarisation des filles, leur maintien à l'école. Et ça donne ses résultats et c'est très, très valorisant. Parce que je le dis toujours, les femmes constituent 50% de la population sénégalaise. Si ces femmes n'ont pas de profession, n'ont pas de diplôme, si elles ne participent pas au revenu national, eh bien ce pays ne se développera jamais. Si la moitié de la population ne participe pas à la richesse économique de ce pays ne se développera pas. Ce pays ne se développera pas, ne se développera jamais. Et donc, je me réjouis de cela. Je voudrais ensuite me réjouir de ce panel qui a été organisé par l'Institut supérieur de management. Remercier les autorités de cet institut, notamment mon ami Georges Ndeye, qui m'a convié à la modération de ce panel, les enseignants et formateurs de cet institut, qui sont là, que je connais très bien, des gens compétents comme Amédée, comme Philippe, mon ancien élève, hein, comme Hubert Cantoussan. Je voudrais donc les remercier du fond du cœur de m'avoir associé à cette activité. Et donc, je pense que les interventions, les communications de M. Tine et M. Badji ont rencontré certaines de vos préoccupations, mais vous pourrez toujours les interpeller parce que je suis sûr qu'ils vont laisser leur contact à l'ISM et vous pourrez toujours les interpeller soit à l'université Assane Seck ou à l'université virtuelle. Je pense que je vais passer la parole. Je crois avoir terminé mon travail de modérateur, n'est-ce pas Philippe? Absolument. Et donc je te repasse la parole. Absolument. Je remercie tout le monde. Je dis à tout le monde, l'avenir vous appartient. Bien, merci. Merci, merci encore une fois, sous vos applaudissements. Monsieur Diouf et son équipe, donc Monsieur Badji et Monsieur Tine, à travers leur brillante vraiment présentation. Je sais que nous avons tous appris et on va en faire bon usage de toutes les façons. Maintenant, comme vous l'avez si bien dit, place maintenant au déjeuner, n'est-ce pas? Maintenant, on va faire une chose. Vous allez vous regrouper à 6 ou à 5. C'est bon? Ensuite, par rapport à la suite, après la pause déjeuner, j'ai dit, il y a un concours de speech par rapport aux présentations des projets. Il y a 5 projets des étudiants de l'ISM qui vont présenter leurs projets et vous allez écouter avant qu'on se dise, n'est-ce pas, à la prochaine. Maintenant, tout à l'heure, il y avait 3 qui avaient fait leur présentation en slam. Koudef Lourey, Am Lourey, n'est-ce pas? Donc tout à l'heure, vous allez passer ici, donner vos contacts et coordonnées, parce qu'on a un événement le 14 juin, une finale de débatton, la 3e édition à l'hôtel Nema Kadior. Et vous êtes tous conviés le 14 juin. C'est bon? Donc c'est le 14 juin à l'hôtel Nema Kadior dans l'après-midi. Les façons après, on vous enverra. On va vous envoyer des invitations pour ça. C'est bon? Donc voilà, maintenant place au déjeuner, que le meilleur gagne. En attendant, il y a une 4e école là qui devait faire sa présentation. C'est un certain Dien. S'il est là, avant que la restauratrice n'arrive. Dien. Est-ce que Dien est là? Oui, vous pouvez disposer, rejoignez la salle qui est là pour le déjeuner. Dien, est-ce qu'il est là? C'est bon? Dien, oui. Donc après le déjeuner, c'est bon? Ok, mettez-vous à 6 donc. Mettez-vous à 6, les groupes de 6.
Yeah.